c'était pour parler avec Neza, et puis on parlait de Ouais. l'animation, tu sais, on parle de l'industrie de l'animation en France, etc. Mais si on aime l'animation, enfin, c'est la Chine qu'il va falloir regarder Ah là, bah dans oui. les derniers jours, bah oui. Là, en ce moment, Et, la Chine, ça va être très fort. et en fait, du coup, c'est un article du coup de blablabla, Katsuka. non, de Anton Guzman qui du coup a traduit et a republié sur Katsuka, qui en gros, après vous pouvez lire l'article si vous voulez, tu peux mettre le lien Bien ou sûr. je le fais si tu veux dans le chat, qui en gros te parle en fait de la montée des talents et de l'animation chinoise qui va peut-être arriver en Occident parce que en fait la Chine étant en croissance, en bonne croissance, ont investi à mort dans le cinéma d'animation, les écoles, les formations de talents, et avec des profils qui s'exportent un peu partout, qui vont faire des études à l'étranger, s'abreuver de plein d'expériences et qui reviennent. C'est pour ça que dans plein de films, t'as des noms chinois, films d'animation qui sont dans des gros postes à clé. Pareil pour l'industrie japonaise, qui est une des plus grandes industries d'animation. Il y a beaucoup de Chinois qui vont là-bas pour aider. Et en plus, tu as beaucoup de talents au Japon, par exemple, qui vont s'exporter parce que les conditions de travail sont meilleures en Chine qu'au Japon. Oui. Et c'est aussi du coup couplé avec un cinéma qui rapporte de plus en plus de thunes, qui rapporte de plus en plus de personnes. Que sur le marché local. Là, tu as les chiffres. Alors, l'article met beaucoup de chiffres, du coup, c'est un peu chiant à retrouver, mais tu as genre 80% du chiffre d'affaires des films d'animation chinois, c'est sur le marché local, quoi. Et ça suffit même, je crois que ça correspond à 250 000, 500 000 personnes qui vont voir tout le temps des films d'animation. Enfin, après, il faut relire pour avoir les chiffres exacts, et ça parle beaucoup de chiffres et de croissance et tout. Donc c'est vraiment un marché qui est hyper en exponence, qui est en pleine expansion, et que moi je pense, enfin l'article dit, il faut s'attendre à de plus en plus de films chinois et à vraiment que ce soit le nouvel Eldorado de l'animation mondiale, quoi. C'est surtout qu'il y a deux choses, c'est que le marché en soi, comme tu le disais, il est self-sustained, tu vois, c'est-à-dire qu'il est, il est autosuffisant en fait. C'est-à-dire que tu as quasiment 2 milliards de personnes en Chine, évidemment que c'est énorme, et ça permet de produire des très grosses productions. Nous en France, on peut se permettre de produire des grosses productions parce qu'on a un marché qui est très cinéphile, mine de rien, et que qui s'exporte bien aussi, mais 10 millions d'entrées pour un film, ça te permet de produire globalement un film à 100 millions d'euros à peu près, tu vois. L'article compare, mais le Japon, 50% de ses revenus, c'est à l'international. Oui. Alors que la Chine, c'est 80%, et du coup, les 20% restants, il faut encore le conquérir, parce que ce que tu dis là, ça revient avec le fait que Neza 2, du coup, Neza 2, attends, j'ai pas le fini. film. Enfin, je finis juste. C'est que je suis en mode, mais en fait, et surtout, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, c'est que la Chine, du coup, est en expansion économique globale. Et en fait, les Chinois ont de plus en plus de pouvoir d'achat et peuvent, du coup, se permettre d'aller au cinéma. En fait, c'est ça le truc aussi, qui quand même est ultra important, je pense, à prendre en compte. Ils le disent, les salles de cinéma, en moyenne, 5 balles. Ah oui. 5 balles, et en plus, ça, pareil, tu sais, quand on parlait aussi la dernière fois, CNC, etc., ça s'accompagne pas que de produire des films, c'est aussi équiper des salles, construire des salles, etc. Et pareil, ils multiplient leur parc de salles, leur parc de cinéma, les talents et tout ça. Et du coup, ça fait que ils mènent une vraie politique culturelle qui ramène des fonds, quoi. Et ils veulent encore plus multiplier ces aides-là à l'avenir. Hein. Déjà que c'est le cas aujourd'hui. Oui. Et du coup, ça se fait que, et comme tout est, comme tu as dit, dans la Chine, ça se fait que tu as le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Ouais. C'est un film qu'on n'en a jamais entendu parler en Occident. C'est la suite de Neza, qui est une des grandes figures mythologiques de la mythologie de l'investisseur des dieux. Je donne une petite info, parce que nous, voilà, on est là en mode, mais c'est quand même, tu vois, c'est gros, etc., la Chine. Pour vous rendre compte un petit peu quand même de la densité et de la taille, Shanghai, qui est la ville de Chine qui est la ville chinoise la plus peuplée, son agglomération, du coup, la population de son agglomération, c'est plus gros que la France. Donc voilà, c'est 70 millions, et en France on est 68 millions, je crois, un truc du genre. Donc clairement, pour vous rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'en soi, ça pourrait faire des films uniquement pour Shanghai. Vraiment qui se passe dans des quartiers de Shanghai, etc. Et ça marcherait super bien, quoi. Et un autre truc qui est hyper impressionnant, c'est que pareil, ce côté local, ça va même où
dans le monde, dans les films d'animation et même le jeu vidéo, on sous-traite à mort. Ouais. C'est-à-dire qu'on va... La Chine, pour NESA 2, il y a 150 PME, entreprises, etc. Elles sont toutes chinoises. Ouais. Ils ne sous-traitent pas à l'international. Et du coup, c'est là que tu vois qu'en fait, la machine que c'est, après j'en parlerai après plus tard pour NESA 2, mais c'est des moyens gigantesques pour NESA 2. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, la Chine, c'est une dinguerie ce qu'ils font. Enfin, vraiment, ils vont dépasser les États-Unis. Hein. Ah, bah, clairement. On va enfin vivre le déclin de l'Amérique pour Xi Jinping. Enfin vivre ça. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que cette tâche herculéenne a été représentée par un réseau de production. Oui, voilà. 138 entreprises, dont plus de 80%, soit 115 entreprises, sont des petites et moyennes entreprises réparties dans des centres de technologie tels que Pékin, Chengdu, Suzhou et Shenzhen. Désolé si je prononce mal. D'ailleurs, tu dis NESA, apparemment c'est Neja. On n'est pas chinois, c'est bon. Non, apparemment c'est Neja 2, donc voilà. Oui, bah, je m'en fous. Mais en tout cas, voilà, c'est 500 millions, dont 120 millions de spectateurs réguliers. C'est quand même folie, hein, 120 millions de spectateurs réguliers. Mais ça, c'est une moyenne. C'est vrai, c'est un public nombreux avec un nombre de spectateurs d'animation estimé à 500 millions, dont 120 millions de spectateurs réguliers en 2024 pour le cinéma d'animation, il parle. Ah bah oui. Donc ça amène des gens. Donc c'est vraiment un marché fou, en pleine expansion, qui n'a pas terminé sa montée. Clairement. Et voilà, avec pareil des talents partout. Enfin, c'est sachant impressionnant. Que là, voilà, le défi, ça va être de s'exporter, clairement. Bah, le défi, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est ce qu'ils veulent bien faire pour le soft power. Et puis, en plus, l'animation importée en Chine marche aussi. Oui. C'est-à-dire que là, Your Name, ça a rapporté 98 millions. Oh, putain, ça a rapporté quasiment autant qu'au Japon. Pareil pour Suzume, ça a rapporté plus. Attends, c'est CN, c'est pour juste la Chine. Putain, c'est fou, hein. Ça a rapporté plus du coup Suzume en Chine qu'au Japon. C'est une folie. Enfin, on n'imagine pas en France un film qui rapporte plus aux États-Unis qu'en France. C'est statistique aussi, tu vois. C'est statistique aussi. Il y a plus de gens, donc plus. Oui, bien sûr. Mais c'est fou. Et pareil pour Le Garçon et le Héron, ça a rapporté quasiment 2 fois plus. Mais c'est vrai, Grog, du coup, parce que c'est vrai que nous en Chine, enfin moi depuis que je fais gaffe un petit peu au cinéma d'animation chinois. Qui soit vraiment produit, parce que t'as plein de films chinois, mais tu sais, les Wang Bing, les Jason Ke, ce genre de trucs, c'est des trucs un peu contestataires, apportés avec beaucoup de France là-dedans, produits. Pareil pour Black Dog. Mais par exemple, on avait vu le Royaume des, enfin moi j'avais vu le Royaume des Abysses, il y avait White Snake qui était sorti, qui était vraiment cool au cinéma, mais c'est vraiment des bouchées, des miettes quoi par rapport à tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils font. Et voilà, le Royaume des Abysses du coup, parce que Grog demande l'avis, moi je trouve ça bien. Enfin, en fait. C'est bien et visuellement c'est impressionnant, toutes les côtés textures, simuler la caméra comme si c'était une vraie caméra, mais le problème c'est que c'est un peu gras, un peu trop en mouvement tout le temps et un peu maladif, un peu trop mélodramatique, mais ça reste un bon film, un joli film. Et voilà, et du coup Neja, parce que voilà, c'est le plus gros, du coup c'est officiel, hein, c'est le plus gros film d'animation en termes de box-office, c'est un succès énorme, 2 milliards quasiment je crois, et du coup Neja 2 est sorti chez nous en France ce mois-ci. Mercredi. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Après, c'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus, parce que du coup, globalement, Neja 2 s'inscrit dans une série de films sur une réinterprétation de l'investiture des dieux, donc immense texte mythologique chinois. Oui, pour nous, c'est la Bible. Non, c'est pas religieux, c'est une mythologie. Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est ce cadre-là où genre t'as un film qui sort demain sur Jésus, bon, tu situes quoi. Ah oui, voilà. Et Neja est l'un des plus connus avec Wukong. Mais nous on le connaît moins. Mais Wukong qu'on connaît parce que bah déjà Son Goku et puis le jeu Black Myth Wukong sorti récemment. Oui, voilà, Wukong dans League of Legends. Oui, l'Odyssée aussi. L'Odyssée, oui, plus un truc comme ça. Et donc c'est une série de films qui interprète ça. Donc il y a eu 4 films avant. Juste si vous êtes intéressé par Neja 2, il faut voir le 1, juste Neja 1. C'est ce que j'allais te demander aussi. C'est une suite directe. Faut voir le 1 avant parce que sinon bah vous pourrez profiter du spectacle, hein, mais vous serez en mode c'est qui lui, mais pourquoi qu'est-ce Donc voilà. J'ai envie un peu de parler du coup un peu en global de la série de films. Du coup alors Neja, Zhongyan, La Guerre des Dieux, New Gods Neza Reborn, pardon. Et en fait, c'est une série de réinterprétations où ça va être les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est-à-dire un univers hyper intéressant, très généreux,
qui, d'ailleurs, faut un peu s'y faire, va pas s'attarder, parce que c'est, du coup, comme on l'a dit tout juste avant, c'est pour le marché chinois, donc on va pas t'exposer tout ça, on va pas t'exposer sur pourquoi, le contexte, comment ça se passe, etc. Oui, il y a des mortels, il y a des immortels, ils combattent des démons, t'as des mortels, ils peuvent voler, etc. Faut adhérer, tu vois. Genre, et moi, t'es à 50 minutes de film, ah bah ok, il y a une sorte de cochon volant qui arrive, bah ok, bah très bien, vas-y. Ah bah il y a des gens qui se transforment en animaux, ah bah je savais pas qu'il y avait ça dans cet univers, bah vas-y. Et voilà, donc il faut voilà, t'as juste vite fait la légende au début, en voix off, en mode, ah bah il y a une perle qui a été divisée en deux, et du coup le dieu divise la perle en deux et te met une malédiction, t'es en mode, ah bah oui, bah faut accepter, tu vois. Donc il y a quand même un côté un peu frais, en mode, bah du coup ça te perd pas ton temps à exposer, du coup c'est constamment des nouveaux éléments qui arrivent, et ça te fait quelque chose qui est hyper généreux, et surtout bah, du coup c'est immédiat stress, quoi. C'est à dire que tu explores l'univers, enfin en tant qu'occidental, du coup tu explores l'univers en même temps que tu le vois se dessiner devant toi, donc il y a ce côté où c'est toujours plus grand, toujours plus épique, alors que ça te montre juste un nouveau personnage qui juste est un personnage un peu rigolo, quoi, ou un monstre un peu folklorique. Donc ça c'est bien. Par contre, c'est pas du grand scénario, c'est pas de la grande écriture. Voilà quoi, c'est vraiment des tragédies en mode, ah non, j'ai scellé ma sœur au fond d'une montagne. Je parle pas de Neja, je parle de Jiang Yan là pour le coup. J'ai scellé ma sœur au fond d'une montagne, et en fait bah du coup je suis un dieu déchu, etc., et je vais devoir me repentir, et en fait tu te rends compte qu'en fait les gentils depuis le début c'est les méchants, oh là là, et que faut forger sa propre destinée et devenir un vrai dieu, c'est-à-dire se battre pour ses convictions. Voilà, donc c'est le même canevas pour tous ces films, et ils sont plutôt jolis, je trouve, visuellement. Voilà, c'est pas de la grande mise en scène, mais bon. Du coup, tous les films que j'ai dit, donc les 4-5 films, sont sur la même tonalité. Ouais. Les A2, c'est le meilleur de tout ça. Pourquoi ? Parce que ça t'a exposé les personnages, ils ont eu leurs arcs, et du coup, ça va juste étoffer ce que ça t'a mis dans Neja 1, et t'es déjà un peu attaché aux personnages, sachant que, pareil, les personnages, c'est vraiment les trucs, les plus gros défauts de ces films-là, c'est les personnages qui sont très creux. Ouais. Bah, dans Neja 1, ils sont plus attachants que le reste, et parce que ça parle, parce que en fait Neja c'est un gosse, du coup il y avait un côté d'amour filial, amour paternel très pur, qui fait que tu peux plus te projeter dedans que un dieu déchu qui a loqué sa sœur au fin fond d'une montagne, etc. Enfin, un truc très loin de toi. Et dans le 2, ça va approfondir ça. Et par contre, niveau action, niveau mise en scène, niveau dantesque, parce que vous voyez que l'abondance c'est dantesque, là ça y va à fond. Et parmi toute cette série de films, c'est les meilleures séquences d'action, c'est un des plus jolis, et le plus généreux, et celui où il y a un peu plus de sentiments, je trouve, où j'ai plus ressenti de choses. Voilà. Du coup, c'est très cool. Est-ce que c'est indispensable ? Si vous êtes des bandeurs du cinéma chinois, je dirais que faut quand même le voir. C'est pas grave si vous le loupez, mais franchement, c'est un bon moment. Et il dure 2h20, et les 2h20, enfin non, même 2h30, t'as 50 minutes de climax, avec des climax sur du climax, et du climax sur du climax qui vont toujours plus loin. Et bah, globalement, paf, si t'as aimé FF16, les combats d'FF16, il y a un peu ce côté-là, tu vois. Et, en fait, je sais que si je vais le voir, je serai en mode, je m'en fous un peu du scénario, mais au moins les images, je bouge bien. Oui, bon, ça, Darcy, je suis français, je dis Neja, c'est bon. Hein. Oui. Mais voilà, c'est cool. Non, par contre, le truc qui est un peu lame, par contre, c'est que il y a beaucoup d'humour qui désamorce les situations. Après, il y a des moments badants qui sont badants, hein, mais ça désamorce les situations, et tellement t'as des gags sur du vomi, des paix mal placés, et un peu trop long, et ouais, niveau ouais, c'est un peu, tu sens que c'est quand même un film calibré grand public à mort, etc., et t'es en mode oui, bon, là c'est le moment rigolo parce que ça a été une scène trop dure avant. Par contre, ça où c'est un peu étonnant, c'est que film d'animation, tu vois, le plus de gens qui ont vu ça, quoi, qui a rapporté le plus de thunes, il y a des scènes, c'est vénère quand même, hein. Non, mais il y a vraiment t'as une sorte de monstre qui bouffe quelqu'un, et tu vois une gerbe de sang. T'as quelqu'un qui coupe son bras. T'as une scène hyper sadique où t'as un gars, il crée des pics dans le corps des persos, et du coup ils sont figés sur place, et à un moment le perso est en colère, il va essayer de s'approcher du gars, et en s'approchant il déchire un peu sa peau, et c'est montré en gros plan, t'es vraiment
c'est bien violent quand même cette histoire. Mais voilà, c'est des séquences d'action dantesques. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, vous dites pas que vous loupez une expérience de cinéma incroyable, mais ça vaut quand même le coup, je pense. Voilà. Ok, ouais, très bien, écoute. Je sais pas si t'as vu du coup d'autres films au cinéma là, avant que je vous parle de Simon des Montagnes. On parle de Simon des Montagnes. Bah, je vais parler de Simon des Montagnes du coup. Simon de la Montagne, pardon. Simon de la Montagne. Non, il n'y a pas d'image choquante. Simon de la Montagne du coup que j'ai vu. Donc film argentin. On en parlait on en parle souvent de l'Argentine ici parce qu'on se dit bah en fait ils font quand même du bon cinéma avant que Milei débarque. Et en fait celui-là bah c'est un peu le dernier des Mohicans je pense. Il y a ce côté-là. Du coup c'est les aventures de Simon qui est de la montagne et qui est dans un endroit un peu montagneux tout ça et qui en fait comment dire il va se faire passer. Ouais il y a un peu ce côté c'est le remake du film d'Artus parce que c'est un peu mais en fait, il va se faire passer pour une personne handicapée, mentale, pour rejoindre une bande avec ses potes, etc., qui sont handicapés mentaux aussi. Et en fait, il va commencer du coup à devoir un peu agir comme eux, tu vois, à devoir un peu faire le débile, entre guillemets. Donc il y a ce côté-là. Et en même temps, bah, il va les observer, il va regarder un peu autour d'eux, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est le film d'Artus, c'est un petit truc en plus, quoi. Sauf que c'est pas du tout une comédie, je pense que vous vous en doutez là-dessus. Et en fait... Je trouve que du coup, on ressort avec un truc ultra, comment dire, un peu assez beau, tu vois, sur le côté jouer un autre rôle que le sien et quand est-ce que ce personnage-là commence à devenir notre propre personne. Moi, je sais que c'est Grégoire de Tsunami qui me l'a conseillé en mode ils aimeront dans ta communauté parce que ça parle un peu transidentité. Alors, non, ça n'en parle pas frontalement, mais donc déjà je me suis dit, bah, super l'image qu'on a notre commune mais bon après voilà c'est normal mais toi t'aimes pas les trans toi déjà non mais déjà je me suis dit ok je me suis dit bah sympa tu vois en vrai pour ça mais aussi c'est vrai que ça n'aborde du coup pas du tout ce sujet là tu vois c'est plus un sujet du coup sur la performativité ça à la limite ok mais du coup en fait c'est quelque chose de très très large en soi il se rapprocherait plus de parler de l'actorat tu vois, qui est cool. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un film vraiment très très chouette que je vous conseille en vrai. Si vous ne voulez pas aller le voir au cinéma, il est déjà dispo ailleurs. Mais soutenez les salles de cinéma. Soutenez les salles de cinéma, franchement. Et je pense que c'est un film vraiment à voir en salle. Moi, j'ai pas eu le temps de le voir en salle, donc du coup, je l'ai rattrapé un peu chez moi. Mais en soi, allez le voir en salle. Hein, vraiment, je pense que c'est une grosse claque, surtout en salle, je pense. Donc vraiment, c'est très très cool. Et point positif, il n'y a pas Clovis Cornillac, c'est vrai. Et je vois juste Maobiction qui dit je vais voir L'amour c'est surcoté demain, j'ai peur de m'emmerder mais on verra. Bah écoute, L'amour c'est surcoté, moi j'ai travaillé dessus, j'étais assistant monteur un petit peu dessus. J'ai fait pareil que pour Banger, j'ai fait un relevé de dialogue à un moment dans le film, donc c'est pour ça, voilà, je vais pas trop en parler parce que je l'ai vu vraiment, je pense, 5-6 fois. Le dernier montage que j'ai vu m'avait fait rire, donc voilà. Bah moi j'espère maintenant, je vais le voir ce week-end. Parce qu'il y avait Clair Obscur, donc j'ai dû faire un choix aujourd'hui malheureusement. C'est vrai. Mais voilà. Mais bref, j'ai trouvé ça bien. Bah écoutez, merci. Même si moi. La bande-annonce donne vraiment envie par contre. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, je sais que ça a un petit succès, donc tant mieux. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est quand j'ai vu Benjamin Tranier avoir des lignes de dialogue. Je suis en mode, c'est le meilleur perso du film. Bah oui, j'espère qu'il. Enfin, tu m'avais dit qu'il était présent, donc Tranier a un gros rôle ou un petit second rôle. Il a un second rôle, mais assez présent quand même. Assez présent. Tant mieux, il est trop drôle ce mec. Oui. Et j'ai oublié de mentionner, Simon de la Montagne, il avait remporté le prix de la semaine de la critique à Cannes l'année dernière. Oui, c'est pour ça que j'avais envie de le voir, qui passe pas chez moi, lol. Parce que il a eu des bons retours de Cannes qui donnaient envie. Et pareil, juste dans L'amour c'est surcoté, j'ai vu dans la bande-annonce le gars de la récréation de juillet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hassan, je sais plus. Mais cool. oui, très 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 cool. Il est aussi dans Le Roi des Ombres, le film de Caris là que j'avais vu sur Netflix. Et bah il est très bon dedans. Enfin voilà, très très bon dedans aussi. Il a pour le coup un petit rôle. Je pense qu'on peut le dire. Oui, il était dans Tirailleurs aussi, bien sûr. Mais voilà, mais en tout cas, très 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 bon, très très bon dedans, ouais, tout à fait. Et voilà. Il n'y a pas l'actrice. Attends, dans la récréation de juillet, il n'y a pas l'actrice. Non, je suis fou. Non, il n'y a pas l'actrice dans L'amour c'est surcoté. Enfin, moi, je la reconnais. Il y a une actrice de la récréation de juillet qui est dans Banger, que j'ai reconnue, c'est Nina Zem, je crois.
fille de Roald Dizem. Hein. Sinon, non, je crois pas. C'est quand même marrant, dans la récréation de juillet, il y a un microcosme de comédiens qui commencent à faire tout ça. Commence à bien péter, à être un peu, tu vois, un peu ailleurs. On avait parlé, il y avait un comédien qui était dans Pendant ce temps sur Terre. Oui, Arkady Radev, je veux le voir plus souvent. Qui a la meilleure scène en plus de Pendant ce temps sur Terre, qui a une scène incroyable. Je veux le voir partout, Arkady Radev. Mais voilà, mais oui. Et oui, elle aura fait le pas évidemment dans son côté. Force à elle évidemment pour ce qu'elle. Du coup, on tient à dire que regardez la création de juillet, c'est un très très joli petit film dont personne parle et c'est trop joli. C'est très cool, très Kitano. La légende d'Oshi, donc du coup c'est le dernier cru de A24 et A24 c'est le studio des bobos parisiens évidemment, et ils ont sorti un film qui du coup raconte l'histoire de une petite fille, j'ai oublié son nom, Suki je crois, je sais plus, qui recueille en fait un Oshi, qui est une petite créature de la forêt, qui est très mignonne d'ailleurs, qui est très très mignonne. Voilà, c'est tout. Et globalement, en fait, ça va être un peu comme E.T., c'est-à-dire qu'elle va la cacher, etc. En fait, je trouve que le gros souci du film, c'est que ça essaye trop de mimer une ambiance faussement années 80, 90, film d'aventure à la Goonies, à la Spielberg. Mais en vrai, ça va beaucoup trop vite à chaque fois. Et en fait, le truc, c'est que ça ne développe jamais son univers. Et que même sa fabrication d'un truc faux en mode années 80, finalement c'est que de la gueule, et en fait même dans le rythme et dans les types de plans, ça recopie jamais des plans qu'on pourrait retrouver ailleurs, et ça fait très artificiel à chaque fois. Le film il a été accusé d'utiliser de l'IA par moment, notamment pour plein de plans où en fait on dirait vraiment que c'est de l'IA. Pour le coup ce n'est pas de l'IA, c'est juste que c'est moche, c'est juste que c'est totalement filmé comme une publicité, avec une avalanche de drones à gogo, une photographie qui tantôt fait plutôt jolie, tantôt fait vraiment fake, et surtout en fait je trouve par contre que le film il bouge tout le temps. Le film ne se pose jamais, le film ne prend jamais un petit moment pour se poser avec ses personnages, et même quand ça essaye un petit peu de le faire, bah ça rentre en fait dans une artificialité qui je trouve fait vraiment, comment dire, ça fait très protocolaire quoi, c'est-à-dire de se dire oui il faut qu'il y ait une scène avec le petit Oshi qui fait ça, et en fait ça sera joli comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a rien d'organique là-dedans, et ça fait très film en carton-pâte quoi, qui je trouve est vraiment le gros défaut que je reproche à ce film là quoi, parce que la créature, je vous l'ai dit, elle est très mignonne, la créature est très mignonne, ça c'est super, et elle est super bien animée. Mais qu'est-ce que tu en fais, ça, là-dessus? C'est quand même le boulot d'un réalisateur, et je trouve que... Et d'ailleurs, j'ai vu à la fin, dans le générique, que le réalisateur était également producteur. Je me suis dit que ça expliquait beaucoup de choses, parce que je sais pas s'il vient de la production, ou si il a déjà réalisé, que c'est maintenant sa première production, mais je trouve que ça fait vraiment un film qui est bien produit, entre guillemets, mais où il manque une portion d'âme, quoi. Et je trouve qu'effectivement, si on découvrait que c'était fait par IA, ça m'étonnerait pas trop, quoi. C'est un animateur à la base. En tout cas, c'est vraiment cool, quoi, mais... C'est vraiment bien animé et tout, mais voilà. Virage grand public annoncé d'A24. Je pense que quand même A24, ça fait un petit moment qu'ils sont plutôt grand public. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut dire par là, par grand public, mais je pense que Civil War, par exemple, c'était un blockbuster qu'ils avaient fait. Queer également, c'était un blockbuster. Donc voilà quoi. Oui, non, mais c'est des marionnettes, c'est des animatroniques, etc. Et je crois qu'il avait expliqué, c'était une douzaine de personnes qui opéraient à chaque fois à la main le petit Oshi, qui, je le répète, est ultra mignon. Vraiment, il est très très mignon. Mais vraiment, enfin, c'est ça qui me choque, c'est que vraiment, on s'emmerde. En fait, il y a un mélange de à la fois on s'emmerde et en même temps, en fait, il se passe. L'univers est très très vaste et il se passe pas beaucoup de choses en fait dedans. C'est-à-dire que par exemple vous avez Willem Dafoe qui est en armure comme ça pour aller chasser le Oshi. Et tu dis c'est génial parce que en fait c'est vraiment un moment où il dit ma fille a été kidnappée par un Oshi, je sors comme ça. Et tu dis génial, mais en fait faudrait le magnifier, parce que juste qu'il sorte comme ça et qu'il soit en mode oh je vais aller chercher le Oshi, tout ça, tu dis oh génial, mais en fait il est jamais magnifié, il est jamais montré comme je sais pas gigantesque ou même ridicule, hein. Ça pourrait être montré différemment, il est juste montré de manière assez neutre en mode ah bah voilà c'est Willem Dafoe, il est en armure et il est goofy et il joue très bien parce que c'est Willem Dafoe, tout ça.
Mais globalement, bon, bah, c'est juste, c'est creux, quoi. En fait, c'est un film, il n'y a même pas non plus des partis pris intéressants dedans, c'est juste vraiment très creux, quoi. Et c'est ça que je reproche beaucoup au film, quoi. C'est d'être. C'est que ça aurait pu vraiment partir très très loin, mais ça part même pas suffisamment loin, ça ne part nulle part, quoi. Donc voilà, c'est ça la petite critique de ce film-là, quoi. En tout cas, c'est pas un film que je vous conseille. C'est pas un film où je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en dire. Comme je vous l'ai dit, la photographie est pas très très intéressante, le travail du son est pas très très intéressant. Pareil, ça crée une langue pour le Hoshi, bon bah au final on s'emmerde. Voilà, un film vitrine comme un peu toutes les prods A24. Bah ouais, c'est un film en fait, genre je pense que si c'était un faux film dans un vrai film, j'aurais trouvé ça trop marrant, etc. Mais il y a un peu trop ce côté-là, quoi.